Le fils de mon voisin, complètement dérangé, a pris la vie de mon chien. J'ai porté plainte pour obtenir justice, mais sa mère a commencé à mentir à mon sujet, à fabriquer de fausses preuves, et elle a même tenté de mettre le feu à ma maison. Le fils de 23 ans de mon voisin est un véritable cauchemar. Et je m'en suis vite rendu compte dès mon premier jour dans le quartier, quand il a fait une blague de braquage armé. Il a frappé à ma porte avec un masque, et quand j'ai ouvert, il a sorti un couteau. Il est entré, a sorti une corde et m'a attaché les mains dans le dos. Ce n'est qu'après qu'il a retiré son masque pour révéler que ce n'était qu'une blague. Dans les semaines suivantes, il a arraché les fleurs de mon jardin parce qu'elles étaient trop jolies, a rayé ma voiture après que je l'ai réprimandé pour le jardin, et a même posé une échelle contre ma maison pour entrer par la fenêtre pendant que je prenais un bain. Environ un mois plus tard, je promenais mon chien quand il est sorti de chez lui avec un regard violent. Je ne sais pas pourquoi il était en colère, mais il m'a attrapé le bras de façon agressive et a commencé à crier. Mon Jack Russell de 5 mois m'a défendu en le mordant à la jambe. Il a alors tenté de le frapper avec son pied et n'a pas arrêté de donner des coups jusqu'à ce qu'il atteigne le museau de mon chiot, le faisant hurler. Je l'ai incendié verbalement, mais au lieu d'écouter, il est parti en me disant de dire adieu à ce petit tas de merde. Cette nuit-là, je me suis réveillée et j'ai découvert que mon chiot n'était pas dans mon lit, mais dans le jardin. Il était couvert de son propre sang, il ne respirait plus, et une grande plaie béante traversait son abdomen. Cette nuit-là, alors que je restais figée dans mon jardin à fixer le corps sans vie de Max, les larmes que je retenais ont éclaté. J'ai crié dans la nuit, un cri brut, déchirant, rempli de douleur et de rage. Ce n'était pas juste un acte de cruauté gratuit, c'était personnel. Jérémy avait tué Max parce qu'il le pouvait, parce qu'il savait que cela me détruirait, et sa mère allait sûrement encore lui trouver des excuses, comme toujours. La police est arrivée peu après mon appel. Mes mains tremblaient encore alors que j'expliquais la situation. Mais comme je le craignais, il ne semblait pas intéressé à agir. Sans preuve tangible, il disait qu'il ne pouvait rien faire. Ils ont pris un rapport, promis de regarder ça, mais leur ton trahissait leur désintérêt. J'étais anéantie. Max n'était pas juste un animal de compagnie. C'était mon compagnon, ma famille. Et Jérémy me l'avait arraché, sans aucune conséquence. Dans les jours qui ont suivi, le comportement de Jérémy a empiré. Je ne pouvais plus mettre un pied dehors sans le voir sur son perron, affichant ce sourire narquois et menaçant. Il savait que la police n'allait rien faire, et maintenant il se sentait tout-puissant. Chaque regard, chaque rictus était un rappel qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, sans que je puisse l'en empêcher. J'ai essayé de l'ignorer, espérant qu'il se lasserait, mais non. Un soir, je suis rentrée chez moi pour découvrir mon jardin à nouveau ravagé. Les fleurs que j'avais replantées avec soin avaient été arrachées, leurs tiges brisées et éparpillées sur la pelouse. J'étais furieux. Mais que pouvais-je faire? Personne ne m'écoutait. Ni la police, ni les voisins, et encore moins sa mère, Linda. Quelques jours plus tard, Linda est venue frapper à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis la mort de Max, et une part de moi espérait qu'elle avait honte du comportement de son fils. Mais dès que je l'ai vue là, avec son sourire forcé habituel, j'ai su que ce n'était pas le cas. Je voulais juste passer pour apaiser les choses, dit-elle, d'un ton mielleux. Je sais que Jérémy peut être un peu excessif parfois, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Il se laisse juste emporter. Se laisser emporter? Mon chien était mort. Mon jardin détruit. Ma voiture rayée. Mais pour elle, ce n'était que Jérémy qui fait des bêtises. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Max, a-t-elle poursuivi, comme si ses excuses à moitié sincères pouvaient effacer ce qui s'était passé. Mais vous savez comment sont les animaux. Il ne faut pas les laisser sans surveillance. Je l'ai regardée, la bouche grande ouverte, sidérée. Elle me tenait pour responsable. Dans son esprit tordu, tout était ma faute. Votre fils a tué mon chien, ai-je dit, d'une voix glaciale. Et si vous ne faites rien, ça va empirer. Le sourire de Linda s'est figé un instant, mais elle s'est vite ressaisie. Jérémy n'a pas voulu aller si loin. Il a juste un petit problème de tempérament, vous comprenez? Mais au fond, c'est un bon garçon. Je pense que vous êtes juste parti du mauvais pied. Du mauvais pied? J'avais envie de hurler. À la place, j'ai simplement refermé la porte au nez. La semaine suivante a été un enfer. Jérémy me hantait, même quand je ne le voyais pas. J'étais piégée chez moi, constamment sur le qui-vive, redoutant la prochaine blague ou le prochain acte de vandalisme. Chaque bruit dehors faisait bondir mon cœur. Et puis il a encore franchi une limite. Une nuit, j'ai entendu des pas sur mon perron. Je me suis figée, écoutant leur progression vers ma porte. Mon cœur battait la chamade pendant que je me rapprochais discrètement de la fenêtre, jetant un œil à travers les stores. Jérémy était là, devant ma porte.
Un instant, j'ai cru qu'il allait encore entrer chez moi, comme le jour où il avait escaladé ma fenêtre. Mais non. Il a sorti une petite enveloppe de sa poche et l'a glissée sous la porte. Je n'ai bougé que lorsque je l'ai entendu s'éloigner, ses pas s'effaçant dans la nuit. Ce n'est qu'alors que j'ai osé ouvrir la porte pour récupérer l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Mon estomac s'est noué en lisant les mots « Dis adieu à ta maison ». Je me suis assis, serrant la lettre, l'esprit en ébullition. Ce n'était plus une simple blague. Jérémy me menaçait. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Il fallait que ça change. Le lendemain, je suis retournée au commissariat. J'ai apporté la lettre et tout expliqué. Ce qui s'était passé depuis la mort de Max. L'agent m'a écouté avec patience, mais son expression m'a confirmé ce que je savais déjà. Sans preuve solide, il ne pouvait pas agir. Je suis sortie du poste abattu, mais je n'étais pas prêt à abandonner. J'ai commencé à tout documenter. J'ai installé des caméras de surveillance autour de ma maison, dans l'espoir que, s'il recommençait, je l'attraperais sur le fait. J'ai tenu un journal détaillé de chaque interaction, chaque menace, chaque dégradation. J'étais déterminée à construire un dossier, peu importe le temps que ça prendrait. En attendant, Jérémy ne relâchait pas la pression. Quelques jours après la lettre, je me suis réveillée pour découvrir que les pneus de ma voiture avaient été crevés. Les caméras n'avaient rien capté cette fois, mais je savais que c'était lui. Il me regardait depuis l'autre côté de la rue, avec son sourire narquois, pendant que j'appelais une dépanneuse. Et bien sûr, Linda n'a rien dit. Elle continuait de faire comme si tout allait bien, me faisant signe de la main chaque fois que je passais devant sa maison, comme si son fils n'était pas en train de détruire ma vie, méthodiquement. Un mois après la mort de Max, le harcèlement atteignit un point de rupture. Il était tôt en soirée, et je préparais le dîner dans la cuisine lorsque j'entendis un énorme fracas venant de l'arrière-cour. Je me précipitai dehors, le cœur battant, pour découvrir qu'on avait lancé une brique à travers ma porte-fenêtre. Le verre était brisé, des éclats éparpillés sur toute la terrasse. Attachée à la brique se trouvait une autre note, « La prochaine fois, ce sera toi ». J'eus la nausée. Ce n'était plus simplement du vandalisme. C'était une menace directe contre ma vie. Je rappelai la police, les mains tremblantes alors que j'expliquais ce qui s'était passé. Cette fois, ils prirent l'affaire au sérieux. Un agent arriva en quelques minutes, prit des photos des dégâts et de la note. Je leur montrai les images des caméras de sécurité, qui montraient une personne portant un sweat à capuche s'enfuyant de ma cour. L'image n'était pas assez nette pour identifier formellement quelqu'un, mais l'officier promit de faire patrouiller une voiture dans le quartier pendant quelques nuits. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Jérémy semblait s'être calmé, et pour la première fois depuis des semaines, j'eus un mince espoir. Peut-être que la présence policière l'avait effrayé. Peut-être qu'il s'était lassé et qu'il était passé à autre chose. Mais un soir, alors que je revenais de l'épicerie, je vis de la fumée s'élever du côté de ma maison. Mon cœur s'arrêta. Je laissai tomber les sacs de course et courus vers la maison, priant intérieurement d'avoir tort. Mais en contournant le coin, je vis les flammes. Mon cabanon était en feu. Je hurlai et courus chercher le tuyau d'arrosage. Mais quand j'eus finalement réussi à éteindre les flammes, il ne restait qu'un tas de bois carbonisé. Tout ce qui était à l'intérieur, outils, matériel de jardin, vieilles photos, était détruit. Je restais là, à contempler les ruines, les mains tremblantes de rage. C'en était trop. Jérémy avait franchi une limite, et je ne comptais pas le laisser s'en sortir. Le lendemain matin, j'emportai toutes les preuves que j'avais rassemblées, les lettres, les vidéos, le journal où j'avais consigné chaque incident, et retournai au commissariat. Je ne partirai pas tant qu'on ne m'écouterait pas. J'attendis dans la salle d'attente pendant ce qui me sembla être une éternité, jusqu'à ce qu'un détective accepte enfin de me recevoir. J'exposai toute l'histoire, décrivant l'escalade du comportement de Jérémy au fil des mois. Le détective m'écouta attentivement, prenant des notes. Lorsqu'il vit les images du suspect fuyant après avoir lancé la brique, il s'arrêta un instant. On pourrait peut-être en tirer quelque chose, dit-il en scrutant l'écran. Ce n'est pas de la meilleure qualité, mais ça suffit pour ouvrir une enquête. Pour la première fois depuis des mois, j'eus un soupçon d'espoir. Peut-être, enfin, Jérémy allait-il faire face aux conséquences de ses actes. Au fil des semaines suivantes, l'enquête progressa. La police interrogea Jérémy, qui, sans surprise, nia tout en bloc. Linda, bien sûr, le défendit bec et ongles, affirmant qu'il était injustement ciblé. Mais les preuves s'accumulaient. Les vidéos, les lettres, la chronologie des événements, tout cela constituait un dossier solide. Puis, un soir, je reçus un appel du détective. Jérémy avait été arrêté, mais pas pour l'incendie,
ni pour les menaces, ni pour les actes de vandalisme. C'était pour bien pire. Il avait été surpris en train d'essayer de cambrioler une autre maison du voisinage. La police l'avait attrapé sur le fait, et en fouillant ses affaires, ils avaient trouvé des éléments le reliant à toute une série de cambriolages dans le quartier. Il ne s'en était pas seulement pris à moi. Il terrorisait toute la communauté. J'étais sous le choc. Je savais que Jérémy était dangereux, mais je n'avais pas compris à quel point. Enfin, il allait devoir rendre des comptes. Le lendemain matin, après son arrestation, je me suis tenue dans mon jardin, là où se trouvait autrefois mon cabanon. Les restes calcinés étaient un rappel brutal de combien ma vie avait changé en quelques mois. Ma paisible maison était devenue un lieu de peur, de tourment, et de violence, tout ça à cause d'une seule personne. Ce n'était pas seulement une question de perte matérielle, le cabanon, le jardin, Max. C'était la perte de mon sentiment de sécurité, de la paix que j'avais espéré trouver ici, qui me faisait le plus mal. En marchant dans la cour, mes pensées me ramenèrent au jour de mon emménagement. À l'époque, j'étais pleine d'espoir. Je croyais que cette maison marquerait un nouveau départ, après une relation toxique et un travail stressant. Et voilà que j'avais échangé un cauchemar contre un autre. Je passais la journée à nettoyer les décombres, essayant de récupérer ce que je pouvais. La plupart de mes affaires étaient parties, brûlées au point d'être méconnaissables. Je retrouvais quelques outils, noircis et calcinés, mais rien de vraiment récupérable. En travaillant, je ne pouvais m'empêcher de me demander jusqu'où Jérémy était allé. Avait-il fouillé mes affaires? Était-il déjà entré chez moi quand je n'étais pas là, en train d'espionner, de planifier ses prochaines attaques? Cette pensée me glaçait le sang. J'avais installé les caméras trop tard pour capturer la plupart de ses actions, mais au moins, désormais, j'avais des preuves. Cela m'apportait un peu de soulagement. Mais cela ne changeait rien au fait qu'il avait pu me terroriser pendant des mois sans être inquiété. Plus tard dans la journée, quelqu'un frappa à ma porte. Pendant un instant, mon cœur s'emballa. Mais en regardant par le Judas, je vis que c'était le détective chargé de l'affaire. J'ouvris, et il me sourit avec compassion. « Bonne nouvelle, dit-il. Jérémy s'est vu refuser la libération sous caution. Il ne sortira pas de sitôt. » Je laissai échapper un long soupir que je ne m'étais même pas rendu compte de retenir. Enfin, un peu de justice. « Merci, répondis-je, la voix tremblante mais soulagée. Et ce n'est pas tout, continua-t-il. On a trouvé des choses sur son téléphone. Des preuves qu'il planifiait de s'introduire chez vous. Il avait des photos de votre maison, prises à différentes heures de la journée, et des notes sur votre routine. Apparemment, l'incendie n'était que le début. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Je savais qu'il était dangereux, mais découvrir qu'il préparait quelque chose de pire me donna la nausée. Le détective me donna sa carte et me dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je le remerciai encore et refermai la porte, m'y adossant pour me soutenir. Jérémy avait été plus près de détruire ma vie que je ne l'avais imaginé. Dans les jours qui suivirent son arrestation, je réalisai à quel point le quartier avait changé pendant son règne de terreur. Je n'étais pas la seule à avoir souffert de son comportement. Des voisins commencèrent à m'approcher pour me raconter leurs propres histoires. Apparemment, Jérémy avait déjà un passé de harcèlement et d'intimidation bien avant mon arrivée. Il avait vandalisé d'autres propriétés, harcelé d'autres voisins, et pourtant, personne n'avait jamais rien fait. Les gens avaient trop peur ou ne voulaient simplement pas s'en mêler. J'ai commencé à ressentir de la colère, pas seulement contre Jérémy, mais contre tout le système qui avait permis à cette situation de durer aussi longtemps. Pourquoi personne n'avait-il parlé plus tôt? Pourquoi avait-il fallu quelque chose d'aussi extrême que l'incendie de mon cabanon pour qu'il soit enfin arrêté? Je n'étais pas la première personne qui l'avait tourmenté, et je doutais être la dernière. Au fil des semaines, j'ai tenté de reprendre une vie normale, mais les dégâts étaient faits. Mon jardin autrefois magnifique était toujours en ruine, et chaque fois que je sortais, je m'attendais à voir Jérémy tapi dans l'ombre. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation qu'il me surveillait encore, même depuis la prison. Je savais que c'était irrationnel, mais après tout ce que j'avais vécu, il était difficile de me sentir à nouveau en sécurité. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais même cela devenait difficile. Au moindre bruit dehors ou à la vue d'une ombre du coin de l'œil, mon cœur s'emballait. Je vérifiais les verrous de mes portes et fenêtres, même en plein jour. Je savais que Jérémy ne pouvait plus me faire de mal physiquement, mais le traumatisme de ces mois sous menace constante avait laissé des traces. Un après-midi, alors que j'étais assise dans mon salon, j'ai remarqué une voiture qui roulait lentement devant ma maison. Ce n'était pas la première fois que je la voyais. En fait, je l'avais remarquée plusieurs fois au cours des derniers jours. Elle ralentissait juste assez pour paraître suspecte, puis accélérait et s'éloignait. Au début, j'ai essayé d'ignorer cela, pensant qu'il s'agissait simplement de quelqu'un de perdu ou de curieux.
Mais quand cela s'est reproduit, l'inquiétude a commencé à grandir. J'ai noté le numéro de la plaque d'immatriculation et appelé la police. Ils m'ont assuré qu'ils allaient enquêter, mais je sentais bien qu'ils ne prenaient pas cela très au sérieux. Après tout, Jérémy était en prison. Ce ne pouvait pas être lui, non? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Chaque bruit de moteur au loin me rendait nerveuse. Je pensais sans arrêt à cette voiture qui tournait dans mon quartier. Et si c'était quelqu'un en lien avec Jérémy? Et si sa famille essayait maintenant de m'intimider? Je savais que Linda vivait toujours à côté. Et même si elle ne m'avait plus embêtée depuis l'arrestation, je ne lui faisais pas confiance. Elle avait toujours défendu Jérémy, peu importe à quel point il se comportait horriblement. Elle avait excusé absolument tout ce qu'il m'avait fait. Pourquoi n'essaierait-elle pas de se venger maintenant? Quelques jours plus tard, la voiture est revenue. Cette fois, elle s'est garée au bout de la rue. Je ne pouvais pas voir qui était à l'intérieur, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. J'ai appelé le détective et lui ai expliqué la situation. Il a accepté d'envoyer une voiture de patrouille circuler plus fréquemment dans le quartier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. À l'approche de la date du procès de Jérémy, j'ai commencé à recevoir des lettres anonymes. Toujours tapées à la machine, sans adresse de retour, mais leur contenu était clair. Quelqu'un essayait de m'intimider. La première était simple: retire ta plainte ou subis les conséquences. J'ai apporté les lettres à la police, mais ils n'ont pas pu en identifier l'auteur. Je soupçonnais Linda. Elle était restée silencieuse depuis l'arrestation de Jérémy, mais je la voyais me surveiller depuis son porche chaque fois que je sortais de chez moi. Cela ne m'étonnerait pas qu'elle cherche à me faire peur pour que je me désiste. Elle avait toujours surprotégé Jérémy, comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Je l'imaginais très bien assise à sa table de cuisine, tapant ses menaces avec ce même sourire suffisant qu'elle arborait lorsqu'elle défendait son fils. Mais malgré ces lettres, je refusais de reculer. J'en avais trop vécu pour abandonner maintenant. Je voulais que Jérémy paie pour ses actes, pas seulement pour ce qu'il m'avait fait, mais pour tout ce qu'il avait infligé au voisinage. Le jour du procès arriva, et je ressentais un mélange de peur et de soulagement. Jérémy faisait face à plusieurs chefs d'accusation, non seulement pour le harcèlement et les destructions de mes biens, mais aussi pour d'autres cambriolages auxquels la police avait pu le relier. Assise dans la salle d'audience, je sentais le poids de tout ce que j'avais enduré. L'anxiété, la peur, l'impuissance. Tout cela menait à ce moment. Jérémy était assis de l'autre côté de la salle, le visage impassible. Pour quelqu'un qui avait causé autant de souffrance, il semblait étrangement détaché. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir du dégoût. Même maintenant, il n'avait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Lorsque l'accusation présenta les preuves, y compris les images de mes caméras de surveillance et les lettres de menaces, j'éprouvais une certaine satisfaction. Enfin, tout ce qu'il avait fait était exposé au grand jour. Le jury pouvait voir l'étendue de ses actes, et cette fois, il n'avait aucune échappatoire. Linda était assise derrière lui, le visage déformé par la colère. Elle me lançait des regards noirs tout au long du procès, comme si c'était moi qui étais jugé. Elle refusait toujours d'admettre que son fils n'était pas une victime. Je l'ignorais, préférant me concentrer sur le fait que justice était enfin rendue. Au final, Jérémy fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Le juge le condamna à plusieurs années de prison, et lorsque j'entendis le verdict, une vague de soulagement m'envahit. C'était fini. Le cauchemar qui m'avait hanté pendant des mois était enfin terminé. En sortant du tribunal, je sentais le regard de Linda sur moi, mais je m'en fichais. J'avais gagné, Jérémy allait être derrière les barreaux, et je pouvais enfin commencer à reconstruire ma vie. Au fil des mois suivants, j'ai lentement recommencé à me sentir normale. J'ai replanté mon jardin, réparé les dégâts de ma maison, et fait de mon mieux pour aller de l'avant. Ce n'était pas facile. Les cicatrices que Jérémy avait laissées, physiques et émotionnelles, prendraient du temps à guérir. Mais avec lui parti, je pouvais enfin recommencer à me sentir en sécurité. Le souvenir de Max restait avec moi. Il me manquait chaque jour, mais je savais que j'avais tout fait pour lui rendre hommage en tenant tête au monstre qui me l'avait arraché. Quant à Linda, je ne la voyais presque plus. Elle restait chez elle, probablement humiliée par la condamnation de son fils. J'ai fini par apprendre par des voisins qu'elle avait déménagé. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais enfin respirer. Avec Jérémy en prison et Linda partie, ma maison n'était plus un lieu de peur. Il avait fallu du temps, mais j'avais repris possession de mon espace. Ce n'était pas le nouveau départ que j'avais imaginé en emménageant. Mais d'une certaine manière, c'était bien un nouveau départ. Un commencement mérité, arraché par ma résilience et ma détermination. L'obscurité qui avait envahi ma vie s'était dissipée. Et pour la première fois,
Je pouvais enfin regarder vers l'avenir sans peur.